numéro de défense sur i24 News, bienvenue à vous. Cette semaine, on parle cyberdéfense après l'attaque d'Anonymous contre la toile israélienne. On se glisse également dans la peau d'un pilote de ligne français avant de partir à la découverte de Samson, la nouvelle génération d'avions de transport militaire en Israël. Mais tout de suite, le tour du monde de l'actu défense en 1 minute. Et on ouvre avec la Syrie. C'est une source sécuritaire israélienne qui l'affirme. Le régime d'Assad aurait fait usage d'armes chimiques le 27 mars dernier dans la banlieue de Damas une nouvelle fois. Une information qui semble confirmer les allégations de rebelles syriens. Ils affirment qu'à cette date, plusieurs de leurs combattants ont été victimes d'un gaz neutralisant mais non mortel dans la région d'Arasta, en périphérie de Damas. On poursuit avec l'Afghanistan. Un policier et 2 fonctionnaires de la commission électorale ont été tués par l'explosion d'une charge explosive au moment où leur camion acheminait des bulletins de vote vers le nord du pays. Près de 7 millions d'Afghans étaient appelés aux urnes pour ce qui s'apparente à la première transition démocratique depuis la nomination d'Hamid Karzai. Un scrutin perturbé par les menaces des talibans, mais aussi par le mauvais temps. Chuck Hagel est devenu le premier haut responsable américain à se rendre sur le porte-avions Liaoning, le seul détenu par les forces armées chinoises. Le secrétaire d'État américain à la Défense a passé 2 heures sur ce bâtiment amarré au port de Qingdao. À bord, Chuck Hagel a pu apprécier les équipements médicaux, les cabines d'équipage et surtout la salle de commandement. Sa tournée d'inspection s'est achevée sur le pont du navire, où se trouve la piste d'atterrissage. Une visite remarquée, venue ponctuer 3 jours dans la superpuissance asiatique. On revient à présent sur cette cyberattaque qui a visé cette semaine des sites officiels israéliens, une opération menée par le groupe de hackers Anonymous au nom de la cause palestinienne. Attaque cybernétique annoncée, mais qu'Israël a semble-t-il réussi à contenir. On en parle dans un instant avec notre invité, mais tout de suite, le rappel des faits. Opération Israël. Le 7 avril 2014, nous appelons nos frères et sœurs à pirater, à endommager, à détourner, à dévoiler des bases de données, à prendre le contrôle et à anéantir le DNS dans le cyberespace israélien par tous les moyens nécessaires. C'est donc ainsi que ce lundi, le prétendu groupe d'activistes nom de code Anonymous a lancé sa cyberattaque contre Israël. Mais sans grand succès. Des sources du renseignement israélien parlent d'un léger ralentissement de quelques dizaines de sites gouvernementaux. Anonymous avait déjà mené une campagne d'envergure contre l'État hébreu. C'était en novembre 2012, pendant la guerre contre le Hamas, et c'était en réponse à ce que le groupe décrit comme les crimes d'Israël contre l'humanité. Au gouvernement israélien, Anonymous en a assez de vos agressions. Maintenant, vous verrez les conséquences de vos actions. Israël, l'ange de la mort arrive sur ton cyberespace. Selon certaines estimations, les sites israéliens subissent plus de 1000 attaques toutes les minutes. La guerre de la toile est donc devenue l'une des plus grandes préoccupations du pays. La cybermenace a augmenté de manière conséquente et deviendra bien plus forte ces prochaines années. Elle représente une nouvelle forme de lutte dont les effets sur la planète ne sont pas encore totalement compris. Israël a donc conçu et appliqué une stratégie exhaustive de cyberdéfense nationale. Le pays est aujourd'hui parmi les mieux classés au monde en matière de cybersécurité. Néanmoins, les dangers qui menacent le pays restent réels. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas. Israël, il est trop tard pour vous. Et j'accueille sur ce plateau Meir Cohen, manager au Centre israélien d'alerte et de réaction aux attaques informatiques. Bonsoir. Alors, les dégâts causés par cette attaque d'Anonymous, finalement, ils ont été relativement limités parce qu'Israël s'y est préparé. Concrètement, comment on se prépare à ce genre d'attaque ? Ce genre d'attaque, généralement, nous recevons des alertes pour ce genre d'attaque, car il faut, ce genre d'organisation a besoin de beaucoup de pirates pour pouvoir les mener. Donc nous recevons des alertes et vous avez donc du temps pour vous adresser aux sites concernés, aux sites visés, et pour que leurs infrastructures, les équipes soient prêtes à y faire face. Et là, dans ce cas précis, vous avez été d'autant plus prévenu à l'avance que Anonymous avait annoncé cette attaque. C'est surprenant qu'ils aient choisi d'annoncer cette attaque avant de l'exécuter.
L'année dernière également, il l'avait annoncé, parce que c'est une organisation qui est très éparpillée et donc ils ont besoin d'une foule de hackers, d'énormément d'hackers pour pouvoir mener à bien leur attaque. Ce qui a permis, entre autres, à Israël, finalement, de se préparer, de contenir cette attaque. Si cette attaque n'avait pas été contenue, à quel genre de dégâts on aurait pu être exposé ? Ce genre d'attaques, parce qu'elles sont faites par des hackers qui ne sont pas particulièrement chevronnés, et parce qu'ils font appel sur une large base populaire de hackers, nous nous sommes préparés avec une cellule de crise pour pouvoir réagir comme il se doit, mais nous sommes préparés aux choses imprévisibles. Dans ce genre d'attaque, les dégâts sont relativement limités, qu'on peut très facilement remettre en place les sites qui ont été visés. Alors Israël investit beaucoup de moyens en matière de cyberdéfense, mais le risque zéro n'existe pas. D'où peut venir la faille? Quels sont les points faibles d'Israël en matière de cyberdéfense? Eh bien, ce genre d'attaque vise généralement les sites publics. Ce sont des sites qui abritent généralement des données qui sont publiques. Mais les sites d'institutions gouvernementales sont beaucoup plus difficiles à pirater. Ce genre de sites internet sont prêts à faire face à n'importe quelle sorte d'attaque. Mais ce sont des attaques qui peuvent venir de l'intérieur, non pas forcément de l'Internet. Il y a les équipes qui sont prêtes pour y faire face. Et c'est pour ça que nous essayons d'augmenter notre niveau d'alerte. Merci beaucoup, Omer Cohen, pour cette interview. Prendre les commandes d'un avion de ligne, sentir la poussée des réacteurs, apprécier la tour Eiffel d'en haut et se rêver en pilote 1 heure durant. À Roissy, en France, des simulateurs de vol réservés aux professionnels ouvrent pour la première fois leurs portes au public. On vous y emmène. Allez, regarde. Allez, on vert. Premier décollage réussi pour Barthélémy et Christophe, aux commandes d'un Boeing 757. Pourtant, nous ne sommes pas à 2000 mètres au-dessus de la campagne française, mais dans un simulateur de vol près de l'aéroport de Roissy. Depuis le 2 avril, la société Smartflight propose à des particuliers de prendre le manche de ces machines habituellement réservées aux pilotes. Une première en France. Pour moi, c'est un partage de passion. Et l'idée, c'était donc d'utiliser des simulateurs de vol professionnels qu'utilisent tous les pilotes des grandes compagnies aériennes internationales pour se former et d'ouvrir ces cockpits au grand public. En tout, l'entreprise dispose de 8 simulateurs, chacun correspondant à un type d'avion de ligne différent. Mais pas question de mettre les pieds dans un cockpit sans formation. Pendant près d'1 heure et demie, un pilote professionnel enseigne les éléments indispensables pour diriger l'avion. Pas de quoi décrocher un diplôme, mais au moins l'assurance d'éviter un crash immédiat. Le décollage, ça va plutôt pas mal. Ça semble simple, enfin c'est pas simple, mais ça semble simple. L'atterrissage, c'est juste incroyablement difficile. L'intérieur du cockpit est la réplique exacte de celui des avions des grandes compagnies aériennes. Altimètre, radio de bord, transpondeur, il faut avoir l'œil sur tous les instruments et réagir au quart de seconde. Même pour ce pilote amateur, l'expérience est bluffante. C'est impressionnant, hein. Quand on pousse, on sent vraiment la poussée des réacteurs et on voit l'avion qui monte, l'altimètre qui défile. Moi, dans les avions que je pilote, c'est pas du tout la même chose. Ces simulateurs de vol très réalistes proposeront également des stages aux phobiques de l'avion. Mais il faut tout de même dépenser 360 € pour 1 heure de vol. Retour en Israël où l'armée de l'air a dévoilé cette semaine un nouveau géant des airs qui va renforcer son équipement. Il s'agit du Super Hercule C-130J baptisé Samson en raison de sa grande capacité de transport dans les airs. C'est le meilleur appareil dans sa catégorie selon les Israéliens. Reportage signé Maxime Perez. Il surgit du ciel aux côtés d'autres appareils de l'armée de l'air israélienne, puis décroche à une vitesse de 400 km/h.
pour se poser tranquillement sur le tarmac de la base de Nevatim, en plein cœur du Negev. Une entrée spectaculaire pour le Hercule C-130J, parti une dizaine d'heures plus tôt des États-Unis. Ce modèle d'avion cargo militaire est le premier d'une longue série à rejoindre la 103e escadrille de Tsahal. Il s'agit du meilleur avion de sa catégorie, si vous combinez la plateforme de l'appareil et les capacités que nous lui avons intégrées. Car si ce nouvel Hercule a été mis au point par le constructeur américain Lockheed Martin, il dispose de nombreux équipements électroniques made in Israël. Ce mastodonte, capable de transporter 40 tonnes de matériel militaire ou humanitaire, a été conçu pour les missions de longue distance. Il peut parcourir près de 4000 km sans être ravitaillé. Israël l'a baptisé Samson, comme ce héros biblique doté d'une force hors du commun. Les systèmes avancés du Samson ont été adaptés aux besoins de l'armée de l'air et de Tsahal. Ils permettent de renforcer nos capacités stratégiques et nos missions de longue portée. Ils nous permettent d'opérer de manière efficace et précise sur tous les fronts et dans n'importe quel type de confrontation, proche ou lointaine. La livraison du Hercule C-130J offre aussi une nouvelle illustration des liens militaires entre Israël et les États-Unis. Invité d'honneur de la cérémonie qui s'est tenue à Nevatim ce mercredi, l'ambassadeur américain à Tel Aviv est le premier à s'en féliciter. Nos amis israéliens doivent savoir qu'ils peuvent compter sur les États-Unis à chaque fois qu'ils en auront besoin. Nous continuerons de soutenir la recherche et le développement de nouvelles technologies qui améliorent la défense d'Israël. Un engagement important au moment où Israéliens et Américains continuent d'afficher des divergences sur la question du nucléaire iranien. Et comme un symbole, c'est un équipage mixte qui a été accueilli triomphalement par la foule. Mais en attendant de participer un jour à des opérations conjointes, les deux pays ont tenu d'abord à célébrer ensemble leur alliance militaire. On continue de parler de ce nouvel appareil avec Aaron Lapidot, expert en aéronautique et rédacteur en chef adjoint du quotidien Israël Hayom. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est le point fort, dites-nous, du Samson? L'avion Samson est meilleur, disons environ 30% meilleur que son prédécesseur, l'Hercule, qui est aujourd'hui au sein de l'armée de l'air israélienne. Il est plus rapide, il peut transporter beaucoup plus de poids, il peut aller plus loin. Voici donc 3 vertus qui sont très importantes pour un avion de transport militaire. Et selon le ministre israélien de la Défense, ces caractéristiques dont vous nous parlez, eh bien, ils vont permettre aux Israéliens de mener des opérations plus complexes. Selon lui, à quel genre d'opération fait-il allusion ? Par le passé, les avions Hercule ont participé à des opérations très complexes, par exemple l'opération Entebbe, par exemple l'opération Salomon pour l'immigration des Juifs d'Éthiopie. Et le Samson pourra, tel que je l'ai dit précédemment, aller plus loin et transporter beaucoup plus de troupes. Il peut, par exemple, transporter 128 passagers, il peut transporter 3 véhicules au sein d'un même avion, c'est-à-dire que vous pouvez transporter vos troupes spéciales toujours plus loin, plus rapidement et avec beaucoup plus tranquillement et sans bruit. Et également transporter beaucoup plus d'équipements et beaucoup plus de troupes sur le point où vous voulez opérer. Une cible comme les installations nucléaires iraniennes, par exemple ? Oui, je sais que les questions sont toujours sur l'Iran, mais ce ne veut pas dire qu'une opération est prévue demain matin. Mais si le besoin s'en fera ressentir, de parvenir à des points aussi lointains que l'Iran, eh bien, nous avons à présent l'outil pour le faire parce que l'avion Samson représente beaucoup de puissance. Alors on parle quand même d'un avion de transport militaire, c'est pas un avion de combat. Quelles sont ses capacités de défense lorsqu'il est en mission ? Se défendre d'abord de manière active. Il ne peut pas le faire parce que c'est un avion de transport, donc ce n'est pas un avion de combat. Ce n'est pas un Mirage.
Mais je suppose qu'au cas que s'il était visé, que s'il était menacé par des avions de combat hostiles, ennemis, j'imagine que des avions de combat viendraient à sa rescousse pour le défendre. Mais de manière passive, il y a l'avion Samson à plusieurs paramètres. Son silence, sa rapidité sont en soi des systèmes de défense. Il est plus difficile à distinguer, à repérer. Et voici donc des caractéristiques qui sont très importantes pour la défense et pour survivre en plein air. Merci beaucoup Aaron Lapidote pour ces éclairages. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission qui touche à sa fin. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète défense. Soyez au rendez-vous.